Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Bonsoir, chers amis. On commence. Alors, Добрый вечер, дорогие друзья. Bonsoir, bonsoir, chers chers amis. Bienvenue sur la plateforme virtuelle du Centre russe pour la science et la culture à Bruxelles, la Maison russe Bruxelles-Europe. Добрый вечер, дорогие друзья, и добро пожаловать на виртуальную площадку Русского дома в Брюсселе, Российского центра науки и культурную лекцию. Ce soir, nous présentons une conférence unique. Avant tout, je voudrais faire quelques précisions pour l'usage de l'émission Zoom en cours. Но прежде чем передать слово лектору, я хотела бы сделать несколько технических ремарок. Наша лекция проходит с синхронным переводом на французский язык. Notre conférence est traduite en simultané en russe et en français. Si vous voulez continuer de nous écouter en russe ou en français, cliquez sur l'image du globe en bas à droite. Simultanée russo-française. Pour nous suivre en français, s'il vous plaît, choisissez la piste française en cliquant sur l'icône de globe en bas de votre écran. Таким образом, сейчас... Problème technique. Je suis heureuse de vous présenter le sujet de notre conférence d'aujourd'hui, consacré à cette date que nous commémorons cette année, les 80 ans du début de la Grande Guerre patriotique. C'était au moment où les troupes nazies ou les troupes hitlériennes ont attaqué notre pays le 22 juin 1941, la Grande Guerre patriotique pour notre pays. La Maison russe à Bruxelles a déjà tenu quelques importantes pour chaque Russe. Et nous sommes heureux aujourd'hui de présenter une conférence préparée par le Musée national Darwin à Moscou. Je vous présente Antonina Nefedova, la conférencière d'aujourd'hui. Bonjour Antonina, nous sommes heureux de vous voir sur notre plateforme virtuelle. Et nous allons aujourd'hui parler d'un sujet rare, très particulier, parce que non seulement les humains ont combattu, ont souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Grande Guerre patriotique, nous allons consacrer cette conférence aux animaux de la guerre, à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont souffert et ce qu'ils ont apporté à la victoire. Avant de donner la parole à la conférencière, je voudrais dire que c'est un centre-ville. Il y a un monument aux soldats pigeons. En fait, c'est consacré aux pigeons de poste, aux pigeons postaux, mais aussi aux gens qui élevaient ces pigeons ont joué un rôle important pendant la Première Guerre mondiale. Le monument a été érigé par qui existe autour de ce monument parce que, par exemple, un pigeon on le sait, a sauvé un fort en Belgique après l'attaque. Et donc, il a apporté le message de soutien, et ce pigeon qui avait le nom parlant, pigeon vaillant, a atteint les positions des troupes belges
et sœur du fort étaient sauvés. Et ce pigeon a été décoré d'un ordre de guerre du royaume de Belgique. C'était durant la guerre 14-18. Peut-être cette expérience a aidé le peuple soviétique durant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est le sujet qui sera abordé par Madame Nefedova, qui va nous parler des pages tragiques et héroïques qui sont liées à la participation des animaux durant la Grande Guerre patriotique. Je vous souhaite une très bonne écoute, très bonne soirée et je remercie le musée Darwin pour cette initiative. Maintenant, avec un grand plaisir, je donne la parole à Madame Nefedova. Je vous remercie. Durant la Grande Guerre patriotique, c'est peut-être un sujet insolite pour un musée de notre nature, mais notre musée était conçu par le centre de la mentalité naturelle et donc il va réunir une autre page de notre histoire est liée au fait que le musée Darwin, c'est le seul musée des sciences naturelles qui a continué de travailler durant la Grande Guerre patriotique. Pas un seul jour, le musée n'a cessé son travail et grâce aux efforts de notre directeur et de son équipe, qui était composée des artistes peintres animalistes, ils ont réussi à créer toute une série de toiles qui étaient consacrées justement au rôle des animaux durant la Grande Guerre patriotique. Et grâce à cette collection, notre musée a organisé une exposition dédiée au rôle des animaux qui réunit des photos, des toiles, des témoignages, des souvenirs. Et cette exposition a eu un grand succès. Je vais utiliser les matériaux de cette collection. Je vais commencer par la présentation que j'ai préparée et qui parle des toiles qui font partie de notre exposition. C'est Alexandre Kotz, qui est docteur en sciences biologiques, fondateur et premier directeur du musée Darwin. Il estimait que les œuvres d'art vont trouver leur place au sein de notre musée. C'est l'équipe des artistes peintres animalistes qui ont participé à l'organisation de cette exposition. Konstantin Flerov était un des artistes peintres. C'était docteur en sciences biologiques, zoologue, paléontologue, artiste peintre. Et il a créé, sur ordre de Kotz, une série de toiles, Les animaux de guerre dans l'histoire. Un autre artiste peintre, c'était Vadim Trofimov. Oui, il était artiste peintre, mais en 1942, il est parti à Berlin en tant que chef du service de camouflage du bataillon de maintenance des aérodromes. Et une fois de retour à Moscou, il a continué son travail au musée Darwin. Et le troisième artiste peintre qui a participé à la création de cette collection, c'est Alexei Komarov, artiste peintre animaliste, représentant du courant national romantique dans l'animalisme russe. C'était un patriote et ses œuvres représentaient principalement la nature et la faune de la Russie. Il a créé environ 185 toiles.
qui ont été le sujet de ces toiles, ils ont parlé également du rôle des animaux dans l'histoire. Et vous voyez ici à cette image M. Flerov et M. Kotz. Également, ces toiles ont servi à l'exposition. Alexandre Kotz animait des visites guidées en parlant du rôle des animaux dans la guerre. Qu'est-ce que les soldats doivent connaître sur la conduite des animaux et l'utilisation des animaux durant la guerre? Il a animé des centaines de conférences et de visites guidées durant la guerre. Voici l'image de l'exposition Les animaux de guerre dans l'histoire dans le hall de l'hôpital de l'Académie militaire française en 1942. Constantin Fleurot devant une série de toiles, Les animaux en service durant la Grande Guerre patriotique en 1944. Là, le sujet est plutôt hivernal et cette série s'ouvre par des toiles cavalerie en marche et convois de l'armée rouge qui ont été peints en novembre 1941. À l'époque, les troupes nazies étaient au seuil de Moscou, donc tout se passait en temps réel, mais le moral était fort et les artistes peintres peignaient ces toiles. Et nous voyons à quel point ces toiles correspondent à des photos réelles. Vous voyez que c'est peut-être des photos et des images réelles. Et c'était une époque terrible, bien sûr. Mais la cavalerie jouait un grand rôle pour l'armée rouge, puisque, comme vous le savez, oui, la Seconde Guerre mondiale, c'était la guerre du matériel, mais les chevaux sont des animaux tout-terrain, je peux dire, parce qu'en hiver, en automne, les routes deviennent impraticables. Ce qui a été confirmé par le succès de la cavalerie du général Belov, héros de l'Union soviétique. Il a participé à la bataille de Moscou en tant que commandant du corps de cavalerie. Et bien, il était encerclé, mais il a mené des combats durant 4 mois environ dans les arrières de l'ennemi. C'est l'exemple de l'exploit de la cavalerie tout au début de la guerre. Oui, les chevaux ont été utilisés dans l'artillerie. Il y avait des véhicules de combat qui ont été tirés par des chevaux, baptisés des Tachanka. Et les hôpitaux militaires utilisaient également des animaux de trait pour évacuer les blessés et Также нужно отметить, что лошади, конечно же, использовались и в артиллерии. На них передвигались не только вот такие вот тачанки, конечно же, они перевозили и орудия. Тем более многие медицинские лазареты, медсанбаты тоже были на конной тяге, передвигались при помощи лошадей. Лошади вывозили раненых, лошади подвозили припасы. На лошадях, в конце концов, даже передвигалась полевая кухня. К следующему слайду. Berlin, ici, il y a un officier soviétique traîné par des chevaux au centre de Berlin. Лошадьми, которые запрягали в артиллерийские орудия. К следующему слайду. И, собственно говоря, лошади прошли с Красной Армией весь путь от, собственно говоря, от Московской битвы до уже битвы до Берлина. Dans les montagnes. Документальное подтверждение о том, как на конной тяге передвигались артиллерийские орудия уже в самом конце войны. Les chevaux, et même так сказать, благополучно добрались до Берлина. Les chevaux, bien sûr, sont incontournables. Также лошади абсолютно незаменимы в условиях пересеченной местности, особенно в горах, где не пройдет никакая техника. То, собственно говоря, как тогда, oui, c'était la guerre du matériel, mais quand même, так ничего и не изменилось до нашего времени, опять-таки,
les chevaux étaient plutôt utilisés durant la Première Guerre mondiale, étaient bien utilisés durant la guerre de И вот такое вот 41-44. отдельное, конечно же, нужно Et сказать il про казачьи partait полка, потому что, en с одной стороны, assaut, par казалось, что exemple, Вторая мировая et война – это уже война les artistes техники, и что уже peintres не найдет такого применения, représentaient ces поскольку assauts они des беззащитны перед пулями, cavaliers. снарядами, Peut-être и ces кавалерийская assauts des атака уже cavaliers никого не étaient rares, страшно. mais quand même, Это, конечно же, оказалось не совсем верно. Вот нужно к les chevaux следующему ont été перейти слайду. utilisés par amener С одной стороны, вот в начале войны использовались такие вот плакаты «Вперед на l'infanterie запад красные vers конники», и l'infanterie, вот, как мы уже видели, débarquer des chevaux. этим же картиной C'est-à-dire que вдохновлялись les chevaux художники étaient Гарднерского музея, utilisés явно plutôt там que moyen композиции de похожи. transport. Хотя, конечно же, в основном уже не Mais приходится même à la говорить fin de о la каких-то guerre, кавалерийских атаках la лихих, cavalerie поскольку des скорее Cosaques это сводилось к тому, что faisait preuve пехота de la приезжала на grande лошадях с bravoure, места на même место sur le к месту боев, territoire после чего de лошадей l'Allemagne. старались отвести La от линии фронта, cavalerie а de далее уже воевали Copagne люди a сами по себе. То sauvé есть лошади 50 использовались преимущественно 000 как de средство prisonniers передвижения, en coupant поскольку, la как мы route знаем, они aux беззащитны перед troupes огнестрельным nazies. оружием. К следующему слайду. Но даже в конце войны все-таки казачьи On peut подразделения себя проявили очень utiliser хорошо. Так уже на les территории toiles de Германии Komarov qui représentaient les cavaliers mongols именно et les такой вот cavaliers кубанской mongols durant коннице les combats удалось à прикрыть Khalkhin-Gol. отход, спасти 50 Sur тысяч cette военнопленных. photo, l'image est Потому что эти plutôt конники romantique, отрезали mais quand отход même, фашистов и vous voyez une спасли grande этих беззащитных coïncidence. военнопленных людей. Можно к следующему переходить. Вот так Ce вот еще sont интересно выглядели. des Вот, то есть images это можно сравнить documentaires. представление Nous художника voyons Алексея une image Комарова о insolite. Ce монгольских sont les soldats всадниках и о том, как soviétiques qui реально выглядели collectent монгольские des кавалеристы в ходе боев équipements на de Халкин Поле. То есть trophées у нас такое более allemands, романтическое des bottes представление представлено, реальность allemandes была более прозаической, но между тем и то, и другое все-таки отражает вполне себе qui реальные события. Можно к следующему слайду ont перейти. été Вот уже confectionnés de показаны foin, такие puisque уже bien sûr, вполне les себе Allemands n'avaient pas документальные de фотографии. chaussures Здесь мы chaudes видим pour такую l'hiver. нестандартную картину. Вот то, что собирают наши Et бойцы, après вот la это вот, victoire, это немецкие караульные nos боты. Поскольку soldats у utilisent немецкой ces армии bottes были comme проблемы с nourriture зимним pour chevaux. обмундированием, они пытались выйти вот такими подручными средствами, плели Les Alliés такие utilisaient караульные боты également из des соломы и наливали chevaux, их сеном для pas теплоты, для forcément тепла, потому l'armée что было rouge. очень холодно. Зимой температуры Partout en доходили Europe, до минус on 40 retrouvait градусов, des такие chevaux durant совершенно la Seconde запредельные. Guerre И они mondiale. спасались подручными средствами. Ну, и вот после Ça, уже c'est une удачных image боев наши tragique, бойцы собирают une вот эти montagne de sabots караульные de боты и chevaux qui ont скармливают été их mangés par les своим Allemands лошадям. qui étaient Можно к encerclés à следующему перейти. Stalingrad durant la Grande Guerre Также и союзники patriotique. не чуждались использования Environ 1 лошадей. million de И не chevaux только в Красной армии использовали ont активно été лошади. На самом tués деле et это certaines происходило races по всей Европе. Везде, ont где происходили бои, задействовали также и ont presque лошадей. disparu, puisque certaines races ont été largement utilisées. Oui, les chevaux ont grandement souffert durant la guerre. Et cela dit, les chevaux ont joué un grand rôle et c'est pourquoi c'était très mérité, puisque les unités de cavalerie défilaient sur la place rouge durant la fameuse parade de la victoire, puisqu'ils ont contribué à la victoire. Et bien sûr, on devrait parler des chiens, puisque les chiens, c'est un grand ami de l'homme depuis des millénaires. Et malheureusement, l'homme utilisait les chiens en tant que chiens de guerre. C'est une toile de Fleurov, qui représente le transport d'une mitrailleuse par des chiens de traîneau. Les chiens transportaient des munitions, des armes et ont été utilisés pour évacuer des blessés par des traîneaux à chiens. Regardez une photo et puis la toile de Fleurov. C'est très bien documenté. C'est une image très réaliste. Ce traîneau à chiens remplaçait 5 à 6 soldats du service sanitaire. Il était remplacé par un traîneau. Souvent, les chiens, avec leur odorat très fort,
pouvait distinguer entre une personne décédée, entre une personne morte et un blessé qui est en vie. Le chien pouvait retrouver la personne, pouvait lécher son visage pour que la personne puisse retrouver la conscience. Ensuite, le chien transportait un sac avec des médicaments et puis faisait venir un infirmier ou un traîneau de chien. Là, vous avez des soldats soviétiques qui utilisent les traîneaux de chiens pour évacuer les blessés. Ça se faisait également en traîneau sur neige en hiver. Là, vous avez une scène. Il s'agit d'un chien qui trouve un blessé. Ensuite, les chiens transportent, évacuent le blessé. Les hôpitaux étaient situés à 3 ou 5 kilomètres de la ligne du front. C'était plus sécurisé. Et puis, la personne, regardez, la personne est en position couchée, ce qui sauvait souvent la vie de la personne. Et là, le dernier tableau de ce triptyque, c'est la rencontre du soldat avec le chien qui l'a sauvé. Il était déjà en hôpital de la ligne du front. Rencontre le chien qui l'a sauvé. C'était plus sécurisé. Et s'il vous plaît, la personne regarde. Là, vous avez le dernier ravitaillement en munitions. C'est la rencontre de combat du soldat avec le chien qui l'a sauvé. Il était déjà en Carélie. Dans le nord de la Russie, tout est basé, vous voyez, sur les événements réels. Une autre mission très importante remplie par les chiens, c'était la liaison entre les troupes, les transmissions militaires. Souvent, les lignes de communication étaient coupées et là, vous avez un chien militaire qui a fait un exploit parce qu'il a été blessé. Il était blessé au niveau du mandibule par un tir d'un tireur d'élite. Le chien a bien acheminé le document, mais le chien est ensuite mort. Les chiens jouaient également un rôle très important dans les actions d'éclaireurs, parce que déjà, les chiens protégeaient les soldats, les officiers contre une rencontre avec un ennemi, souvent, parce qu'ils sentaient la présence de l'ennemi. Là, vous avez les sentinelles. Les chiens étaient entraînés à ne pas aboyer en présence possible d'un ennemi. Ils montraient la présence d'un ennemi autrement qu'en aboyant par la position de leur corps, etc. Souvent, les chiens pouvaient même faire un prisonnier de guerre, c'est-à-dire immobiliser un soldat ennemi. Parfois, les chiens acheminaient même des médailles, des décorations militaires vers des unités qui étaient isolées sur le territoire. Vous avez les maîtres chiens militaires soviétiques d'un bataillon de liaison avec leurs chiens de liaison. La photo date de 1939, c'est-à-dire que le service a été créé avant la guerre et qui a très bien servi pendant les événements de la guerre. Là, vous avez une histoire très dramatique liée aux gardes-frontières. Regardez, cette photo a été faite le 20 juin 1941, 2 jours avant le début de la guerre. C'était sur un tronçon du front de sud-ouest, là où un régiment d'éclaireurs reculait.
excusez-moi, un régiment de garde-frontières. Il y a eu beaucoup de morts au cours des combats. Vers le 20 juillet, un mois plus tard, ils ont eu un combat acharné en protégeant l'état-major. C'était au niveau de la région de Tcherkassy en Ukraine. Pendant ce combat, ils ont dû, avec leurs chiens, attaquer l'ennemi. Ils sont tous morts, et même les chiens qui ne sont pas morts sont restés près des corps de leur maître chien. Et certains de ces chiens ont été tués par les nazis. D'autres ont refusé de manger. Il y a en ce moment un monument qui a été érigé en 2003 et qui commémore cet événement tragique. Là, vous avez un garde-frontière avec son chien. C'est également un monument à l'exploit des gardes-frontières qui ont été les premiers à entrer en combat avec l'ennemi. Parfois, l'utilisation des chiens dépendait de leur race. Par exemple, les laïkas, les chiens nordiques, savent retrouver des animaux ou encore des oiseaux qui juchaient sur les arbres. Il y a eu parfois des tireurs d'élite qui se cachaient sur les arbres. Alors, ces chiens-là, des races nordiques, pouvaient les retrouver. Ils avaient un odorat dirigé vers le haut. Là, vous avez un chien qui a retrouvé un sniper et puis un combattant soviétique tire sur ce sniper. Et puis, l'histoire la plus tragique, c'est bien sûr l'histoire des chiens chasseurs des chars. Vous savez bien, au début de la guerre, les nazis avaient beaucoup plus de chars, avaient beaucoup plus de machines blindées que les troupes soviétiques. Il s'agissait de la bataille de Moscou. Il a été décidé de dresser les chiens en tant que chasseurs de chars. D'abord, on voulait juste développer un réflexe selon lequel la nourriture se cache sous un chat. On voulait donc utiliser ce sentiment, ce réflexe. Mais ensuite, il s'est avéré qu'il fallait dresser beaucoup plus les chiens. Et là, vous avez l'utilisation sur le dos du chien. Vous avez un engin. Et lorsque le chien se retrouvait sous le char, il y avait l'explosion grâce à ce système sophistiqué. Et puis, vous avez une autre technique peut-être inventée par les artistes, parce que là, le chien est en train de traîner une mine. Ce n'est pas possible dans la réalité parce que la mine aurait explosé avant l'arrivée du chien vers le chat. Il faut dire que cette pratique était une pratique dramatique, mais pendant la bataille de Moscou, plus de 300 chars ont été détruits comme ça par les chiens. Souvent, les combattants soviétiques sacrifiaient leur vie d'ailleurs pour faire exploser les chars ennemis. Là, vous avez un monument aux chiens de la guerre érigé en 2013 sur le mont Poklonaya à Moscou. Vous avez le sac cachant l'engin explosif. Et ce monument commémore surtout les chiens qui ont sacrifié comme ça leur vie. Cette pratique a été abandonnée en 1942. L'autre spécialisation des chiens, c'était le déminage. Et là, les chiens ont été très efficaces parce qu'ils ont été irremplaçables. Là, vous avez
l'entraînement, le dressage de chiens. Les chiens sont entraînés à retrouver les mines laissées par l'ennemi. Le travail de sapeur qui opérait avec le chien était 10 fois plus sécure et beaucoup plus efficace, puisque les chiens retrouvaient également les explosifs qui étaient cachés en boîte en plastique ou en boîte en bois, ou encore ils retrouvaient des mines qui étaient cachées à une profondeur de 2 mètres grâce à leur odorat très fort. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de sites qui ont été minés. Par exemple, le tombeau de Pouchkine a été miné par les nazis avant leur recul. Et c'est un chien qui a sauvé la tombe de Pouchkine ou encore certains palais autour de Saint-Pétersbourg. Là, le peintre Komarov a représenté le travail des chemins de mineurs parce que lorsque le chien s'assoit, cela veut dire que le chien a retrouvé la mine. Alexandre Mazaver, qui commandait un bataillon de sapeurs, il dessinait sur des murs, par exemple, d'un quartier déminé, des oreilles de chien. C'était le signe de qualité suprême. Là, vous avez, pendant la parade de la victoire, et défilent alors ici les maîtres chiens le 24 juin 1945 avec leurs chiens. Bien sûr, nous avons beaucoup parlé des pigeons, surtout il s'agit d'oiseaux de poste. La liaison a été assurée parce que les pigeons savent retrouver leur point de départ très rapidement. Tous les pigeons, d'ailleurs, sur les territoires occupés, devaient être apportés à la commandature nazie. Un garçon à Rostov, un garçon de 13 ans, cachait ces pigeons qu'il élevait et il a été fusillé par les nazis pour ne pas avoir apporté les pigeons. Ensuite, 30 éleveurs de pigeons de poste ont été décorés de leur acte de guerre. Mais ensuite, lorsque l'armée soviétique progressait vers l'ouest, c'était un peu plus difficile parce que les pigeons sont très attachés à leur ville ou village natal. Maintenant, les fronts du nord, les rennes ont été largement utilisées dans ces terrains et vous avez une photo, donc c'est très proche de la réalité. Grâce aux rennes arctiques, les munitions, les marchandises qui sont arrivées de la part des Alliés, c'était souvent en cheminée. Là, vous avez le ravitaillement en munitions, même une bombe qui est transportée, par les rennes, par les traîneaux à rennes. Nous savons que les traîneaux à rennes ont pu évacuer plus de 10 000 blessés, ont également évacué 162 avions de combat qui se sont écrasés. Maintenant, les chameaux, durant la bataille de Stalingrad, ont été formés des détachements qui utilisaient des chameaux en tant que moyen de transport. Les chameaux sont très rapides, à l'instar des chameaux, mais ils peuvent transporter des cargaisons plus lourdes. Et un chameau remplace 4 chevaux. Et il supporte très bien
les grandes températures peuvent se passer longtemps de l'eau et de nourriture. D'abord, ça faisait rire les Allemands, les chameaux, puisque ce sont des grands animaux. Les Allemands appelaient les chameaux des chars russes. Mais ensuite, sur le territoire allemand, les chameaux ont été très utiles. Même une des premières salves tirées sur Reichstag a été faite par un canon qui était tiré par des chameaux. Oui, les chameaux étaient un peu exotiques, mais ils tiraient des canons lors de la bataille. 2 chameaux du nom de Mashka et de Yashka ont été laissés dans le zoo de Berlin, mais dans la ville d'Aktubinsk, région d'Astrakhan, il y a un monument dédié à ces chameaux. Et on pouvait lire sur ce monument « La victoire est à nous ». Dans d'autres régions, on utilisait des ânes, des mules. Par exemple, dans la région de Kerch de notre pays. Et surtout dans les pays méditerranéens, on utilisait largement des mules pour tirer des chariots. Dans le parc Borghese à Rome, on retrouve un monument à la mémoire d'un âne. Et sur le piédestal adjacent, on trouve la figure d'un fusilier de montagne. Même les éléphants ont participé au combat durant la Seconde Guerre mondiale. Là, il s'agit des pays asiatiques, bien sûr. Et on sait que l'armée japonaise et l'armée chinoise ont utilisé les éléphants comme animaux de guerre. En revenant vers la Russie, l'image qui parle d'un incendie dans un zoo, ce sont des événements réels. Durant les bombardements de l'aviation nazie de la ville de Moscou, une des bombes incendiaires a explosé sur le territoire des zoos et les éléphants se sont rapprochés du feu et ont commencé à éteindre le feu. C'est l'instinct d'un animal et c'est l'événement réel assez insolite qui a été représenté sur cette lithographie. Le monde connaît très bien Simon Thicket, un chat britannique qui a été décoré de la médaille Marie Deakin. C'est la plus haute décoration militaire pour les animaux en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a une grande tradition des chats au bord des navires de guerre et c'est le premier ministre britannique, M. Churchill, qui caresse le chat Blackie sur le pont du cuirassé britannique Prince of Wales. Les chats russes participaient également à la guerre. C'est un château sur les centres de la ville de Gizdra et c'est un chaton pareil caressant un chaton du nom de Vaska qui accompagnait les soldats, même à bord d'un avion. À la fin de la guerre, ce chaton s'est retrouvé dans une caserne et qui a été transféré à des paysans. Ensuite, c'était un chat qui accompagnait toujours de vue les avions qui passaient au-dessus, puisqu'il a passé des épisodes de sa vie à bord des avions. C'est une photo unique qui a été prise à Stalingrad au cours d'une bataille de Stalingrad en janvier 1943. Il y avait un chat qui faisait des allers-retours
entre les tranchées nazies et les tranchées russes et ils transportaient des tracts. Je ne sais pas, est-ce que sa vie durait longtemps? Il y avait aussi une sorte de mascotte, par exemple, un ourson sur le front de Carélie. Nous voyons également que les marins avaient des animaux de compagnie, des marins à bord du croiseur Krasny Kavkaz de la flotte de la mer Noire, avec un animal de compagnie du navire. C'était un petit ourson. Il y a un monument dédié à l'ours Wojtek à Édimbourg, en Écosse. Cet ours était un membre informel de la 22e compagnie du corps polonais et en 1944, pendant la bataille de Monte Cassino, Wojtek s'est distingué par sa bravoure et ensuite il était envoyé dans le zoo à Édimbourg et maintenant il y a un monument dédié à cet ourson. Et nos amis américains, ils avaient une histoire d'un terrier de Yorkshire, un petit soldat. Il remontait le moral des soldats et il s'est distingué par sa bravoure également. Et durant un combat, il y avait un câble de transmission qui était détérioré et il y avait un problème pour restaurer la liaison, mais ce terrier a quand même réussi à traîner un câble et c'était un exploit de ce chien. Et d'autres animaux insolites également. C'est un pilote américain, lieutenant Marshall Carney, avec la mascotte de l'escadron, le singe Joséphine, dans le cockpit d'un chasseur P-40. Malheureusement, ce singe a été tué durant un combat. Mais de toute façon, ces animaux remontaient le moral des troupes. Une autre photo. Vassili Arzamatsev, soldat du peloton de reconnaissance photographique, nourrit une chouette. Les soldats trouvaient des petits moments de repos pour soigner les animaux qui les accompagnaient. Les marins du destroyer soviétique Sokrouchetilny avec un chiot du navire, ou bien la mascotte de l'escadron bulgare sur le capot moteur d'un avion de combat. Ce destroyer soviétique a été coulé par les nazis et bien sûr, ces marins et ce chien ont été tués durant cette tragédie. Des photos romantiques des soldats de l'armée rouge endormis avec un chien en Tchécoslovaquie. Parfois, les animaux remontaient le moral, accompagnaient les soldats, ce qui leur permettait de garder cet esprit humain. Encore une image durant la Seconde Guerre mondiale. Des loups, chants d'allégorie et peut-être une association avec la grande armée de Napoléon en 1812. Et je voudrais terminer par cette image, ma présentation, et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je suis à votre disposition. Bonjour, bonsoir à tous. Merci pour ce récit intéressant.
Effectivement, ce sont les grands oubliés de l'histoire, les animaux qui nous ont aidés à remporter les victoires. En attendant des questions, je donne la parole à notre concitoyenne Olga Bobrovnikova. Olga, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Nous vous entendons. Bonsoir. C'est une pianiste, professeure, auteur de bonne volonté, chevalier de l'ordre européen et qui va nous parler de son histoire, de son grand-père qui était chargé de la réhabilitation des animaux. D'abord, Antonina, merci beaucoup pour ce récit passionnant, puisque mon grand-père s'occuper des animaux, ça m'intéresse beaucoup. Et vous m'avez découvert ce monde plein de tragédies, des bonnes histoires, des fins tragiques et heureuses. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à tous nos concitoyens. Je voudrais parler de mon grand-père, Nikolai Arushkin. Tatiana, est-ce que vous pouvez lire sa photo? Oui, bien sûr. Malheureusement, c'était d'abord, c'était le frère aîné de ma grand-mère et il souffrait d'une diplégie cérébrale infantile et c'est pourquoi il se déplaçait en chariot et il était toujours accompagné des chiens et ces chiens étaient ses amis. Parfois, il en avait deux et durant la guerre, il était chargé de la réhabilitation en banlieue de Moscou, dans la ville d'Odintsovo, qui n'était pas occupée par les nazis, à une quarantaine de kilomètres de Moscou. Et là, il avait une petite maisonnette avec un petit jardin. Et là, il y avait quelques chiens toujours. Il aimait beaucoup ces chiens. Il les adorait également. Et il accueillait des chiens kamikazes, mais peut-être des chiens des mineurs qui accompagnaient des sapeurs durant la guerre. Et donc, ils accueillaient ces chiens durant des semaines ou bien des mois, des années parfois, une année ou plus. Et de cette façon, il avait une carrière militaire. Il avait un grade de commandant et il était décoré de quelques médailles de guerre. Malheureusement, c'est une seule mémoire que nous gardons de notre membre. Donc, il a assuré la réhabilitation de très nombreux chiens. Il était très fier d'avoir constaté notamment que certains de ces chiens ont participé au défilé de la victoire en 1945. C'est important de garder ce souvenir et de transmettre ce souvenir aux générations futures. Merci beaucoup, Olga. C'est extrêmement intéressant ce que vous venez de raconter.
Merci beaucoup, Olga, de cette communication extrêmement intéressante. Olga, je crois que vous pourrez apprendre plus de choses sur l'histoire de votre famille. Je vais essayer de le faire. Oui, parmi les membres de ma famille, il y avait encore des gens qui sont représentés sur des photos, histoire de jeunes qui, à 18 ans et à 19 ans, sont partis au front pendant les premières journées de cette guerre. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, Olga, d'avoir apporté ce témoignage. Pour terminer notre rencontre, je voudrais annoncer quelques événements. Alors, nous partons en vacances, entre guillemets. Ce sont des vacances relatives. Nous proposons de revoir nos meilleures vidéos sur le site. Vous aurez accès à des films et des diaporamas documentaires. Dans les salles d'exposition, nous avons toujours cette exposition déployée de peintres russes. Vous pouvez consulter les horaires d'ouverture de cette exposition sur notre site. Dans les vitrines extérieures de la maison russe, vous verrez les photos, une collection de photos intitulée Russie, le beau pays. Nous allons tenir également des événements en ligne sur Zoom ou sur d'autres plateformes. Vous pouvez consulter notre site. Je voudrais également vous prévenir qu'il faut s'inscrire sur le site russhouse.be, c'est notre adresse. Merci beaucoup, Antonina, de votre conférence très intéressante. Je suis sûr que nous retrouvons le musée des ruines et votre équipe sur notre plateforme. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci et au revoir.